première fois que ça se passe, il faut partir, il ne faut pas rester. Elles ont honte d'en parler. Elles ont peur, elles se sont avant tout des victimes, effrayées par ce qui leur arrive. Les gens n'osent pas aller porter plainte. Moi, j'ai vécu quelque chose avec mon ex-mari qui m'agressait. Quand j'appelais les gendarmes, ils me disaient qu'il n'y a pas de sang, il y a rien du tout. La justice aujourd'hui est trop laxiste. Arrivé un moment, il faut sanctionner. Il n'y a pas que l'enfermement. Je ne sais pas si je peux le dire, si. Couper leur truc qui leur sert de faire des enfants. Il y a des hommes aussi qui voient que la femme, c'est un acquis. Donc pour eux, tout est permis et pas pour la femme. Mais c'est tout à fait stupide d'arriver à ce point-là. Certainement des problèmes d'alcoolisme, peut-être de stupéfiants. Ils ont des problèmes psychologiques et ils ont de la rage au fond d'eux. Ce qu'il faut déjà, s'ils ont des enfants, les éloigner absolument. Ils voient tout ce qui se passe et inconsciemment, plus tard, ils peuvent reproduire la même chose. Bonjour à tous. Alors en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Ces chiffres monstrueux concernent aussi l'outre-mer. Le taux de violence faite aux femmes est jusqu'à 7 fois plus élevé qu'en métropole dans certains territoires. Alors pourquoi ces violences ne diminuent-elles pas? Pourquoi l'outre-mer est plus exposé? Et quels sont les moyens pour aider les victimes mais aussi les auteurs de ces violences? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ce matin 2 femmes, l'une victime de violences conjugales et l'autre accompagnante. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Geneviève Payette, vous avez créé en 2013 à La Réunion le réseau VIF pour violence intrafamiliale, une association qui prend en charge de façon globale la victime, l'auteur et l'enfant dans des situations de grave danger. Vous êtes psychologue de formation et avez travaillé en psychiatrie hospitalière. À vos côtés, une femme qui a accepté de témoigner de façon anonyme et que nous appellerons Anna. Bonjour Anna, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous avez 37 ans. Oui. Vous avez été victime des coups de votre compagnon. Vous étiez enceinte à l'époque. C'est exact. Et vous avez dû fuir la Martinique par peur. Vous êtes arrivé dans un centre d'hébergement d'urgence en France en 2013. Aujourd'hui, vous vivez dans votre propre appartement avec vos 2 enfants et travaillez comme aide à la vie scolaire dans une école primaire. Oui, tout à fait. Comment la violence a commencé dans votre vie, Anna ? Elle a commencé quand j'étais enceinte. Mon compagnon qui supportait pas que nous n'ayons pas de relation intime s'est mis en tête que je le trompais. Donc il est devenu jaloux et violent et ça a commencé ainsi par un coup de poing au visage. Et sur le coup, j'ai pas réagi parce que j'étais sidéré, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Et puis ça a continué pendant à peu près 4 mois et demi, 5 mois. Qu'est-ce qui vous a donné le courage, la force, la volonté? Quel a été le déclic pour partir? Le déclic, en fait, ça a été un jour où j'étais allongé et je l'ai entendu crier sur mon fils. Mais vraiment... Et je me suis levé, je me suis interposé, je lui ai dit que non, il n'a pas crié sur lui comme ça, que je n'accepte pas ça. C'était pas lui le père, hein, je précise. Non. Et donc je me suis interposé, il n'était pas content, donc là il m'a propulsé par terre avec un coup de poing. Et là je me suis dit non, Alors que vous étiez enceinte de plusieurs mois déjà? Oui. J'étais enceinte de 5 mois. Et j'ai dit non, faut que je parte de là parce que j'avais peur pour mon fils. J'avais peur pour lui et je me suis dit... Bon. Oui, je vous sens très, très émue, ce qui est normal. Et je me suis dit non, je veux pas de ça pour mon fils, je veux pas de cette vie-là pour lui. Donc il faut que je le sorte de là.
Et ma fille qui va venir au monde aussi, je veux pas qu'elle vive dans ce milieu de violence. On va demander à ce qu'on vous apporte un mouchoir pour sécher vos larmes, Anna. Vous êtes partie, vous avez eu le courage de porter plainte. Oui, ça a pris un peu de temps quand même. Et c'est vrai que j'ai beaucoup prié. Et Dieu m'a donné la force d'aller porter plainte. Et j'y ai été. Ils m'ont écouté à la gendarmerie, ils m'ont écouté. Et là, ils m'ont dit que... Parce que je leur ai dit qu'ils ne voulaient pas partir de la maison. Pourtant, c'était... tous les papiers étaient à mon nom. Il m'a dit, je ne partirai pas de là, de toute façon. Donc j'étais obligé d'aller voir les gendarmes. Donc j'ai porté plainte. Et 2 jours après, ils m'ont dit, faudra que vous veniez pour ouvrir la porte. Parce que c'est vrai que j'avais pas trop envie d'y aller. Mais ils m'ont dit, non, il faut que vous soyez là pour ouvrir la porte. C'est la procédure. Voilà, c'est la procédure. Donc je leur ai ouvert la porte et moi je suis parti tout de suite me cacher. Je voulais pas qu'ils me voient. Et ils l'ont retrouvé allongé dans la chambre, sur le lit. Et en même temps qu'ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé une arme à feu. Oui, alors ce qu'on peut expliquer, c'est que voilà, la détention illégale d'armes a accéléré le processus judiciaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les situations de violence conjugale. Oui. Comment vous réagissez, Geneviève, à ce que vous venez d'entendre? C'est quelque chose que malheureusement vous connaissez bien dans votre association. Vous vous occupez des situations de grave danger. Comment on évalue une situation de grave danger? Est-ce que la situation d'Anna était une situation de grave danger? D'abord, je voudrais juste dire à Anna que je la trouve extrêmement courageuse et que c'est tellement important que les femmes puissent avoir cette force de pouvoir dire ce qu'elles ont vécu et le dire devant une caméra. Et je trouve que voilà, c'est un message qui passe énormément auprès des femmes qui vivent ces situations-là. Et effectivement, beaucoup de femmes ignorent à quel point le danger peut être grave dans leur propre foyer, qu'elles apprennent dans l'après-coup finalement qu'il y ait eu cette arme, lui montre sûrement la gravité dans laquelle des violences dans lesquelles elles vivaient, et peut-être aussi ce qui aurait pu se passer plus tard si elle avait pas pu s'échapper de cette situation. On va, avant de revenir effectivement à comment vous aider les femmes dans ces situations de violence, on va aller voir justement à La Réunion, qui arrive aussi dans le peloton de tête des violences faites aux femmes. L'année dernière, il y a eu 5 femmes qui sont mortes parce qu'elles ont été frappées par leurs compagnons. Et on va aller voir le travail des associations qui se mobilisent auprès des victimes. Cet appartement presque vide, c'est celui de cette jeune femme que nous appellerons Marie. Impossible de vous montrer son visage sans la mettre en danger. Pendant 3 ans, elle a vécu sous les coups de son ex-compagnon. Enfin, après tous ces mois de galère passés, toutes ces choses passées, oui, là c'est un plaisir d'enfin emménager là, enfin avoir son chez soi, être tranquille. Son ex-compagnon a l'interdiction de l'approcher ou de la contacter. Alors installer cette simple table de pique-nique est un moment fort pour Marie. La fin d'un véritable calvaire. 3 ans à courir, à essayer de chercher de l'aide. On veut s'en sortir, mais il y a le monsieur qui vous fait peur, il vous menace de vous tuer. À chaque fois qu'il y a quelque chose à l'actualité, aux infos, il vous appelle, regarde la télé. Regarde la télé. Vous regardez, vous voyez un meurtre, un homme qui a tué une femme. Il y a encore 6 mois, Marie vivait avec sa fille de 5 ans dans différents centres d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences. De longs mois d'instabilité, mais aussi de peur. Aujourd'hui, elle peut enfin se poser, souffler et même faire des projets. Là, je m'imagine, moi et ma petite, en paix, tranquille, en joie, avec plus de peur. Comme la petite, elle va à l'école, trouver un travail, recommencer ma vie normale, marcher sans avoir peur de se retourner, vivre le jour pour le jour, sourire, vivre. Une page de malheur se tourne pour Marie. Après plusieurs années à vivre avec quelqu'un de violent, elle ne veut plus d'un homme dans sa vie pour le moment. Faire confiance à un homme, non. Non. Parce que tout beau, tout nouveau, on commence. La personne, c'est pas écrit sur son visage. On ne sait pas, comme là, le monsieur, il était il était là, il était amoureux, il faisait tout et tout. Je voyais rien, moi, pour le début.
c'était quelqu'un de normal, même un petit peu trop normal. Il portait le café au lit et tout. C'était beau, quoi. On ne trouve pas un homme comme ça. C'était 6 mois de rêve, c'était l'homme parfait. Pour elle, mais aussi pour sa fille, elle a eu le courage d'en parler à ses proches et d'aller jusqu'au bout. Bien déterminée à construire un cocon à sa petite, loin de la violence. Et pour que les enfants ne deviennent pas des adultes violents, le CEVIF, collectif d'élimination des violences intrafamiliales, intervient dans les écoles. Donc je m'appelle Winda, vous vous souvenez de moi? Je suis venue vendredi dernier. Et donc de quoi on avait parlé? De la violence. De la violence. Il y avait la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Aujourd'hui, ce sont des élèves de CE2 d'une école de Saint-Denis. Du haut de leurs 8 ans, avec leur spontanéité et leur innocence, ils apprennent à ne pas blesser l'autre. La directrice du CEVIF, Chantal Jouvenot, vient parfois aux animations. Elle regarde avec bienveillance ses enfants, souvent premiers témoins de la violence conjugale à la maison. Ils sont vraiment très réactifs, ils trouvent des solutions, ils ont des choses à raconter. Et parfois, ça arrive que des enfants dévoilent quelque chose. Il peut arriver qu'un enfant rentre à la maison et dise à sa maman: maman, j'ai eu une intervention du CEVIF, c'est pas normal ce que te fait papa, tu devrais aller voir au CEVIF. Et on a plusieurs femmes qui arrivent chez nous et qui nous disent: si je viens, c'est parce que ma fille ou mon fils m'ont dit de venir vous voir. On avait dit que ça faisait mal au cœur et à la tête. Est-ce que c'était l'organe du cœur qui était touché? Non. Ces enfants sont parfois témoins et peuvent aussi subir cette violence familiale. Alors les éduquer pour réduire les violences, c'est un véritable enjeu à La Réunion, où près de 15% des femmes subissent les coups de leurs compagnons. Plus de 4 plaintes sont déposées par jour. Comment vous réagissez, Anna, en voyant déjà le témoignage de cette femme? L'espoir qu'elle exprime, ça a été le vôtre aussi? Oui. Oui, je voulais une autre vie pour mes enfants, pour moi. Et qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent heureux et pas dans la violence, quoi. Qu'ils puissent aborder la vie avec joie, pleinement, quoi. Enfin... Comment vous intervenez, vous, Geneviève, auprès des enfants, puisque vous, au sein de votre réseau, vous prenez aussi en charge les enfants qui sont des victimes aussi des violences faites à leur maman? Tout à fait, oui, ce sont des victimes à part entière. Et on n'imagine pas souvent l'état psychologique de ces enfants qui vivent parfois de vrais traumatismes. Au même titre que la maman, pour eux, ce sont des choses extrêmement violentes qui remettent en cause leur histoire, qui remettent en cause leur existence même. Et ils sont comme les mamans, ils vivent dans la peur et ils essaient toutes les stratégies possibles pour essayer de faire avec cette violence, parfois en se prenant pour un sauveur de la situation, parfois aussi... Ce qui n'est pas leur rôle. Hein. Ce qui n'est pas leur rôle, parfois en jouant un rôle d'écran par rapport au papa et à la maman, parfois ils deviennent des confidents de l'un ou de l'autre, mais en tout cas dans tous ces systèmes où la violence s'est installée, on accorde un temps de parole aux enfants, on leur accorde des temps de consultation et on peut utiliser de nombreux médiateurs comme le jeu, la pâte à modeler, le dessin pour permettre à ces enfants d'exprimer ce qui jusqu'à présent n'a souvent pas été dit finalement et n'a pas été entendu par leurs parents puisqu'ils sont confrontés à cette violence. Est-ce qu'il y a des risques, parce qu'on dit souvent que les choses se répètent, est-ce qu'il y a des risques qu'un enfant qui a été, ce qui n'est pas le cas de vos enfants, Anna, victime de violences intrafamiliales, devienne à terme, adulte, aussi quelqu'un de violent? Ou c'est pas une fatalité? C'est tout à fait possible. L'enfant immergé dans un univers où la violence règne en maître,
aura souvent comme alternative ou bien d'être comme papa parce qu'il aura le sentiment qu'il faut être fort et il faut être très dur et c'est comme ça qu'on va s'en sortir dans la vie, ou alors à s'identifier plutôt à maman, c'est-à-dire essayer de se protéger, essayer de faire en sorte qu'il ne se passe rien, mais de composer avec cette violence. En tout cas, ce sera renoncer à ce qu'il voulait lui devenir, renoncer à sa propre existence, à son être. Et souvent, on va le voir osciller entre ces deux alternatives, soit être violent, soit se soumettre à la violence. Et l'enfant est prisonnier de cette situation. Quels sont les moyens, parce que c'est des campagnes, il y a des plans du gouvernement, là on en est au 4e ou bientôt au 5e, pour voilà, faire des grandes campagnes pour lutter contre cette violence. Les chiffres continuent d'être absolument catastrophiques. Nos territoires d'outre-mer sont à chaque fois dans le peloton de tête. Vous me disiez tout à l'heure que donc, les téléphones de graves dangers, qui sont donc des téléphones reliés à des services de police et de gendarmerie, géolocalisés, vous en avez 8 en service sur le département de la Réunion. Qu'est-ce qui explique que nos départements et nos territoires d'outre-mer soient si touchés par ce fléau ? Je crois qu'il faut avoir une lecture plurifactorielle du phénomène, c'est-à-dire que, bon, se dire d'abord que la violence, elle est partout dans le monde. Hélas, on vit dans des sociétés qui sont hiérarchisées entre hommes et femmes et les processus de domination existent de partout. Mais lorsque vous conjuguez cette réalité avec des histoires qui sont les histoires des départements d'outre-mer qui ont été tissées avec d'autres mécanismes de violence. On parle de la colonisation, de l'esclavage, de la déportation, de la relégation, de l'engagisme. Tous ces processus qui étaient des processus extrêmement violents, il est inévitable qu'ils aient engendré des transmissions violentes de génération en génération et qu'on soit complètement encore envahi, contaminé par ces processus. Plus les phénomènes d'addiction, d'alcool, de stupéfiants, de promiscuité, de situations sociales extrêmement qui jouent un rôle de déclencheur et qui sont parfois cause, parfois effet, mais qui effectivement sont assortis à ces situations de violence. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore peur, Anna ? Un petit peu, mais pas... C'est vrai que j'appréhende parce que mes enfants veulent retourner un peu... Enfin, mon fils et ma fille veulent connaître son île de naissance. La Martinique. Voilà, la Martinique. Et j'ai envie d'y aller avec eux, mais bon, pour l'instant, financièrement, on ne peut pas. Mais... j'appréhende un petit peu, parce que c'est quand même une petite île, donc je me dis, si jamais il nous voit ou il nous croise, quelle sera sa réaction? Donc, mais plus ça va, moins cette peur est forte. Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous imaginez si vous le croisiez dans les rues en Martinique, d'être suffisamment forte pour... Je pense que oui. Pour mes enfants, oui. Oui. Oui, je pense que je le serai. Très rapidement, Geneviève, est-ce que cette peur, qui est quand même quelque chose de très fort et qui dure, dont les femmes victimes de violences ont du mal à se départir, qu'est-ce que votre réseau, avec les professionnels de santé, sociaux, psychologiques, font pour traiter ces dommages collatéraux, mais qui sont aussi des dangers, hein? Oui, je pense que Anna, effectivement, a toujours cette peur au fond d'elle, parce que la blessure a été immense. Elle a été soudaine, elle a été vécue comme injuste et elle a brisé tout son projet de vie de famille, tout son projet de rester chez elle, et elle a dû tout reconstruire en catastrophe pour ses enfants, pour elle et pour que la vie l'emporte, pour que la santé l'emporte. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit acter, et la peur, c'est quelque chose qui reflète l'état du traumatisme
dans lequel elle a vécu et dont elle souffre encore maintenant. Et je pense qu'il n'y a que les mots qu'elle pourra dire à ses enfants, les mots qui pourront aussi être tenus auprès de son ex-compagnon, qui doit pouvoir aussi entendre des choses à ce niveau-là. Et les mots guérissent, ils guérissent véritablement. Et ça permet de diminuer cette peur, ça permet de faire avec une histoire qui a été parfois terrible. Alors vous parlez de l'ex-compagnon d'Anna, en tout cas des auteurs de ces violences. On va s'intéresser aussi à eux, puisque dans votre réseau, vous prenez en charge aussi les auteurs de ces violences, qui sont aussi en souffrance, pour pouvoir être capables d'asséner des coups. On va aller en Guadeloupe, dans un stage de responsabilisation auprès des hommes. Julie est juriste, spécialiste des violences intrafamiliales. Elle intervient auprès des victimes, mais aussi auprès des auteurs. Aujourd'hui, face à elle, une assemblée masculine. Ces hommes sont tous condamnés par la justice pour coups et violences sur conjoint. Et attention, le non-respect des mesures qui sont prononcées dans l'ordonnance de protection sont également passibles de sanctions, puisqu'il est prévu une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ce stage dit de responsabilisation tente de faire comprendre aux hommes que la loi interdit de frapper et de violenter sa compagne. Une évidence juridique, mais parfois difficile à admettre. C'est le cas de Pierre, le seul à avoir accepté de témoigner anonymement. Je n'ai pas frappé. Je vous ai dit que je suis allé la tenir pour la secourir. La faire arrêter un peu. Je suis ici, je me demande même pourquoi je suis ici. Parce que je ne vois pas la nécessité que je sois ici, pour moi. C'est ce qui me ressemble. Comme j'ai été convoqué, alors donc, je suis venu. Mais là, je vous dis très sincèrement, j'avais beaucoup mieux à faire que d'être ici. Aujourd'hui encore, il ne reconnaît pas avoir été l'auteur de violences. Et il a, comme beaucoup d'hommes présents, besoin d'un travail avec une psychologue. C'est là qu'intervient Alexandra. Elle les aide à décrire leur comportement. Notre objectif premier, c'est vraiment déjà de leur permettre de conscientiser un petit peu l'acte violent et déjà de mettre des mots, de comprendre ce qu'il en est, de faire la différence entre ce que c'est qu'un conflit conjugal et ce que c'est que la violence conjugale. Donc c'est essentiellement ça, on est vraiment dans cette logique. Accompagner les auteurs de violences permettra peut-être de baisser le nombre de victimes. Nous avons voulu comprendre pourquoi elles sont encore aujourd'hui plus nombreuses en Outre-mer qu'en métropole. Raymond Otto est sociologue. C'est à 2 pas de son domicile sur le site de Duval qu'il nous a donné rendez-vous. Il s'est intéressé aux violences conjugales. Pour lui, c'est une façon d'exprimer un mal-être. Les acteurs de violence, qu'ils soient hommes ou femmes, sont des personnes qui sont en colère et ce sont des personnes qui traduisent leur colère par de la violence. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Et il faudrait, pour accompagner ces personnes, leur permettre justement de cheminer pour que cette colère soit canalisée autrement que par des actes à destination de leur conjoint. Cette colère remonte parfois à l'enfance et comme un cercle vicieux ne s'arrête pas. Vous avez beaucoup de situations de jeunes hommes violents ou de jeunes filles violentes aujourd'hui dans la tranche des 13-17 ans. Et il faut qu'on s'interroge parce que ça voudrait dire qu'il y aura tout un travail de rééducation et non pas de resocialisation comme j'entends bien souvent, de rééducation pour que justement ces jeunes-là ne soient ni acteurs de violence et encore moins victimes. S'occuper des victimes, des auteurs, mais aussi des enfants, une prise en charge globale aiderait sans doute à éradiquer ce fléau. En moyenne, 1000 plaintes de femmes victimes de violences sont déposées chaque année en Guadeloupe. Et on reste abasourdi quand on entend ces chiffres. Vous avez réagi toutes les deux à ce reportage un peu différemment. Le déni qu'exprime cet homme qui témoigne sur « mais qu'est-ce que je fais là ?» Bah non, je ne l'ai pas tapé, je l'ai secoué. C'est courant? Alors oui, c'est courant. On va dire même que c'est banal. Et le travail que l'on fait dans les stages de responsabilisation, dans un premier temps du stage, c'est d'accepter le déni, de l'accepter. D'accord, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris,
Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir vu? Pourquoi ne pas avoir compris? Tant qu'on n'acceptera pas l'idée que ce soit la première étape sur laquelle on doit travailler, eh bien, on n'arrivera pas à franchir les autres. Si d'emblée on part en disant « mais non, vous savez très bien ce que vous avez fait, mais non, vous savez très bien que la loi vous interdit de faire ça », on n'arrive pas à aller plus loin. Tandis que de commencer à travailler sur le déni permet vraiment d'enclencher tout le processus de participation et d'adhésion au stage. Donc aider les hommes à reconnaître qu'ils sont violents. Qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne savent pas. Effectivement, on le voit après dans le stage de responsabilisation, que pour eux, la violence égale les coups. Par exemple, ils n'imaginent absolument pas ce que peut représenter la violence psychologique au quotidien, les violences verbales, les humiliations, les dénigrements, les insultes, les menaces, etc. Tout ça, pour eux, ne fait pas partie des violences. Alors que c'est une violence. C'est déjà enclenché depuis bien longtemps. Et quand on commence à secouer, quand on commence à tirer les cheveux, avant même qu'il y ait des coups de poing, avant même qu'il y ait tout cela, eh bien, on ne prend pas en compte tout ce développement de la violence qui est déjà en place, qui est déjà installé. Et donc il faut retravailler avec eux, redécoudre avec eux les différentes étapes du processus pour qu'ils arrivent à sortir de ce déni peu à peu. Est-ce que c'est en traitant, en soignant, en s'occupant, en s'intéressant aux auteurs qu'on va enfin peut-être pouvoir éradiquer cette flèche de chiffres qui n'arrête pas qui ne veut pas diminuer? Parce qu'on s'occupe des victimes, il y a des centres d'hébergement d'urgence, des téléphones grand danger, une facilité du système judiciaire, mais ça continue. Donc il faut finalement s'occuper plus des auteurs pour éviter que le nombre de victimes augmente. On ne peut pas faire sans un travail global. Inévitablement, il faut à un moment donné qu'on s'interroge sur le pourquoi d'un comportement violent chez ces hommes et on se rend compte qu'ils n'ont pas une bonne représentation de ce que peut représenter par exemple le droit des femmes ou la protection de l'enfance, mais la protection de leur propre enfance, de ce qu'ils ont été aussi quand ils étaient petits. Et ils ont besoin de découvrir que ça ait du sens pour eux, pour qu'ensuite ils puissent intégrer ces normes, intégrer ce respect de la loi qui sinon s'applique malgré eux de toute façon. Et je pense qu'il faut effectivement s'occuper de ces hommes. On a aussi des centres d'hébergement pour hommes maintenant. Ce ne sont pas toujours les femmes qui partent. De plus en plus, on fait en sorte que les hommes puissent avoir des lieux d'accueil qui leur soient réservés. Et que les femmes puissent rester avec leurs enfants dans le domicile conjugal et qu'elles ne soient pas obligées de fuir en cachette, comme c'était le cas d'Anna, en emmenant son enfant à l'école comme si de rien n'était. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On va arriver dans la fin de cette émission, Anna, aux femmes qui vont écouter cette émission, qui vont écouter votre courageux témoignage. On a tous la force en nous pour pouvoir sortir de ce cauchemar. Moi, c'est un cauchemar. Et je sais qu'elles veulent une vie meilleure et c'est pas en restant là que ça arrivera. Donc il faut qu'elles en parlent, qu'elles partent et qu'elles puissent. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui peuvent les aider. Comme moi, j'ai été aidé et elles peuvent s'en sortir. En tout cas, c'est possible et que le meilleur existe. En tout cas, un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vos explications, votre témoignage vont permettre à des femmes qui sont victimes de violences conjugales d'appeler des associations. Le 3919, le numéro national, est désormais accessible dans les départements d'outre-mer. Donc n'hésitez pas à le composer si vous en avez besoin. Un grand merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission, que vous pouvez revoir sur notre site internet dieumettestémoins.fr. On attend vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.